Bonjour, bienvenue à ce cours sur les variables aléatoires. Nous ne partirons pas de zéro, mais je vous donnerai les définitions nécessaires pour pouvoir suivre ce module jusqu'à la fin, sans problème, j'espère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? C'est une grandeur non déterministe. Alors, dans cette définition, je voudrais revenir sur deux termes, grandeur et l'expression non déterministe. Une grandeur est quelque chose qu'on peut mesurer ou décrire. Et selon que je mesure ou que je décris, je parlerai de variables quantitatives ou de variables qualitatives. D'un autre côté, non déterminé signifie que je suis dans l'impossibilité de caractériser ou alors de mesurer le déterminant de la grandeur ou les déterminants de la grandeur. En d'autres termes, je suis dans l'impossibilité de justifier pourquoi la grandeur a la valeur qu'elle a. C'est ce qui fait que les valeurs sont difficilement prévisibles. Je crois qu'avec les exemples suivants, ça sera un peu beaucoup plus clair. Alors en premier, nous avons le poids. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que le poids est une grandeur, est une variable aléatoire? Alors premièrement, il s'agit d'une grandeur que je peux mesurer. Tout le monde le sait, en utilisant un pèse-personne, je peux avoir le poids d'un individu. Mais par contre, les valeurs obtenues sont difficilement explicables. Je ne peux pas dire pourquoi monsieur X a 45 kg et monsieur Y a 100 kg. D'autres personnes me diront c'est la génétique, certains diront l'alimentation, les habitudes alimentaires, etc., etc. Et vous voyez bien qu'à la fin, on convient que il est un peu difficile de caractériser ou de mesurer les éléments qui font que le poids d'un individu est ce que on observe. Voilà, le poids est donc une grandeur mesurable non déterministe, donc une variable aléatoire quantitative. De même, je parlerai de la couleur d'un vêtement que je peux décrire, n'est-ce pas, bleu, noir, etc. Et là, dans ce cas, je dirais qu'il s'agit d'une variable qualitative. Évidemment, les valeurs sont difficilement prévisibles. Si je prends au hasard un individu au sein d'une population, il serait un peu difficile de prévoir la couleur de ses vêtements avant que je n'ai fait le choix. Et même scénario, si je jette un coup d'œil sur les accidents sur une route nationale par exemple, en début d'année, il me serait voire impossible même de prévoir le nombre d'accidents que j'aurai sur cette route. Le chiffre d'affaires d'une entreprise de même. S'il était possible de prévoir, de donner avec exactitude le chiffre d'affaires d'une entreprise, on ne s'encombrerait pas du budget, n'est-ce pas? Ok. Voilà. En face d'une grandeur non déterministe, les problématiques ne sont pas les mêmes qu'avec une grandeur déterministe. Dans les expressions que vous apercevez, grand X représente une grandeur et X0 représente une valeur que peut avoir X. Alors, en l'équation 1, quand j'écris grand X égale à X0, il faudrait que je puisse justifier pourquoi, voilà dans quel cas je peux avoir X égale à X0. Et vous voyez que ce type de problématique ne scie pas très bien avec les variables aléatoires. Parce que la première chose qu'on a dit des variables aléatoires, c'est qu'on est dans l'impossibilité de justifier pourquoi la valeur A, la grandeur A, la valeur qu'elle a. Alors dans les problématiques qu'on aura à résoudre lorsqu'on parlera des variables aléatoires sont les problématiques de type 2. On se posera donc les questions du type quelles sont les chances que j'ai pour que la variable aléatoire ait la valeur x0, ou alors quelles sont les chances que j'ai pour que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à x0.
Dans la suite, il est question de vous dire comment répondre à ces problématiques en fonction de la nature de la variable aléatoire. Les variables aléatoires que vous avez au programme sont réparties en deux grands groupes. Il y a les variables aléatoires discrètes, parmi lesquelles on peut citer la loi binomiale et la loi de Poisson, et les variables aléatoires continues, parmi lesquelles on peut citer la loi exponentielle et la loi normale. Je rappelle qu'une variable est continue lorsque les chances que cette variable prenne une valeur particulière sont toujours nulles. La loi binomiale est le nombre de succès qu'on obtient au cours de plusieurs expériences qu'on a menées. Évidemment, elle est caractérisée par deux paramètres. Le premier paramètre qui est n, le nombre de fois que vous menez l'expérience, et p, qui est la probabilité au cours d'une expérience donnée d'obtenir le succès. Et bien évidemment, les chances qu'on ait au cours de n expériences k fois le succès est égal à combinaison de k dans n, etc., l'expression que vous voyez là. Un exemple pour pouvoir étayer tout cela. Dans une famille de 5 enfants, on demande la probabilité que on ait 2 filles et 3 garçons, sachant que dans la population entière, on a 53,2% de femmes. Alors, pour pouvoir utiliser la loi binomiale, il faudrait essayer de voir si l'exercice peut être expliqué par un schéma binomial. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a une expérience qui est répétée, qui est faite plusieurs fois? Évidemment, il s'agit de naissance. Elle a réalisé 5 fois puisqu'il y a eu 5 enfants. Est-ce qu'il y a un événement en particulier qu'on observe? Oui. Quand on demande que la probabilité qu'il y ait 2 filles et 3 garçons, évidemment, il y a une sorte de répétition. Parce que s'il y a 2 filles, forcément, sur les 5 enfants, forcément, il y en a 3 qui sont des garçons et vice versa. Donc, on aurait pu poser la question, quelle est la probabilité qu'on ait 2 filles, par exemple? Donc, il y a un événement en particulier qu'on observe qui est obtenir une fille. Je rappelle quand même qu'à la naissance, il y a ces deux possibilités-là, une fille ou un garçon. Et de facto, nous prendrons donc comme variable aléatoire le nombre de filles. On voit bien que ce nombre de filles suit la loi binomiale des paramètres sains 0,532. Sain parce que l'expérience de naissance est menée 5 fois. Et 0,532 parce que c'est la probabilité au cours d'une naissance d'obtenir une fille. Et si on veut avoir la réponse à la question, il suffit donc de calculer la probabilité que cette variable aléatoire, le nombre de filles, soit égal à 2. Voilà. La seconde loi à laquelle nous allons attaquer est la loi de Poisson. En fait, elle compte le nombre de fois que se réalise un événement sur une certaine période. Ça peut être 1 an, 2 ans, un trimestre, une semaine, un jour, etc. Il est nécessaire de remarquer ici que les causes de l'occurrence de l'événement ne sont pas connues, comme dans le cas de la loi binomiale où vous menez une expérience. Bon, si cet événement aurait été observé et qu'on s'est rendu compte qu'il se produit en moyenne lambda fois sur la période indiquée, on dira que cette variable aléatoire suit la loi de Poisson des paramètres lambda. Et évidemment, la grande question, si on se posait la question de savoir quelle est la probabilité que cette variable aléatoire soit égale à k, ça serait égal à l'expression que vous avez là. Voilà un exemple pour le cas de Poisson. Et on note que le nombre de clients qui ont dans une banque est en moyenne de 18.
On demande de déterminer la probabilité pour qu'on n'ait pas de clients qui entrent dans la banque au bout d'une minute. Voilà, on peut déjà remarquer que ici on compte le nombre de clients qui entrent dans la banque sur une certaine période de temps. Donc le schéma poissonnier est bien respecté. Alors, dans le cas de l'exercice, on va essayer de déterminer les différentes caractéristiques. Et l'exercice nous donne le nombre de clients qui entrent par heure, mais la question nous demande combien de quelle est la probabilité pour qu'on n'ait pas de clients au bout d'une minute. Donc la période de temps a été changée ici. Il faut recalculer la moyenne. On aurait ici lambda égale à 18 sur 60 pour avoir le nombre de clients qui entrent dans la banque en une minute. Évidemment, quand x, si la variable aléatoire est égale au nombre de clients qui entrent dans la banque en une minute. Alors, le reste devient un peu plus simple. Il faut juste calculer, remplacer chaque chose par sa valeur dans la formule précédente. Pour répondre à la question, il faut calculer la probabilité que i soit égal à 0. Tout simplement. Voilà, nous allons aborder la loi normale qui sera la dernière, parce que on ne parlera vraiment pas de la loi exponentielle. La loi exponentielle est une loi assez simple, elle est une fonction de densité qui est parfaitement intégrable, ce qui n'est pas le cas pour la loi normale. Alors, de façon générale, dans un exercice, on ne vous demandera pas de caractériser une variable aléatoire qui suit la loi normale. On vous le dira. Et on donnera les paramètres. Une loi normale a deux paramètres, mu et sigma. Mu représente la moyenne et sigma représente l'écart type. Alors, il y a une loi normale particulière qu'on appelle la loi normale centrée réduite, qui a pour moyenne 0 et pour écart type 1. On la notera Z ici. Et cette loi est assez importante parce que c'est d'elle dont on dispose l'étape statistique et elle permet de réécrire toutes les autres lois normales. La troisième égalité là le montre. Un grand X égale à sigma Z plus mu. Une fois que sigma, mu et sigma sont connus, je peux écrire cette relation là. Alors maintenant la grande question, comment déterminer la probabilité que x soit plus petit que x soit plus petit que b. Alors cette probabilité là est égale à la probabilité que z soit plus petit que b moins mu sur sigma. Ça c'est l'avantage parce qu'il y a une relation entre x et z. Et ceci est égal à f de b moins mu sur sigma. F là représente ici la fonction de répartition de la loi normale. Et il y a l'avant-dernière ligne, on peut dire la dernière égalité, la double égalité là, qui donne une formule de calcul de la probabilité que x se retrouve entre a et b. Alors, on se rendra bien compte qu'il y a toujours f qui revient là. Alors, ce qu'il va rester à faire, c'est de voir, de voir comment lire les valeurs de f sur une table statistique. Voilà, comment lire une table, en fait, lire la table statistique de la loi normale. Alors, dans la table que je vous donnerai, comme je disais tout à l'heure, f représente la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Et la table statistique ne donne des valeurs de cette fonction que pour les z positifs uniquement. Ce qui fait que si vous voulez calculer l'image de f, la valeur de f pour un nombre négatif, vous utilisez la première formule, f de moins z égale à 1 moins f de z. Donc voilà, on va essayer sur les trois exemples là, de voir comment on peut calculer, comment on peut lire la table statistique de la loi normale. Bon, voilà un peu à quoi ressemble une table statistique. Il y a cette première ligne, et évidemment cette première colonne, qui vont nous permettre de lire les valeurs de z, et ensuite à l'intérieur du tableau, ouais, ces valeurs-ci, je vais sélectionner, seront les valeurs de la fonction. Alors, je voudrais
prendre le premier cas, calculer f de 1,16. En ce cas, z c'est 1,16. Je viens ici au niveau de la première ligne. Je vais lire la partie entière et le premier chiffre après la décimale de 1,16. Donc c'est 1,1. Ça correspond à cette valeur-ci. Je vais me retrouver sur cette ligne. Et après, je vais lire le deuxième chiffre après la décimale de 1,16 qui est 6. Donc je vais ici au niveau de la première ligne, je cherche 0,06. Ça correspond à ceci, ça va me donner dans cette colonne. Donc au niveau de l'intersection entre la ligne et la colonne, j'ai la valeur de f de 1,16. Je vais essayer d'agrandir ça pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Dans la valeur en question, c'est celle-ci. 0,8769. Je pense que 4 chiffres après la décimale, c'est largement suffisant. Bon, second exemple, f de 1,98. 1,98 partie entière, premier chiffre après la décimale, 1,9. Donc je suis là. Je lis le 1,9 sur la première colonne. Et le deuxième chiffre décimal, c'est 8. Donc je vais aller sur la première ligne chercher 0,08. Je le trouve là. On va dire que la valeur cherchée, c'est ça. Ça va donner 0,9761. Bon, maintenant le tout dernier cas. F de moins 0,7. On n'a pas la formule, donc calculer f de 0,7. Je répète 0,7 sur la première colonne, c'est ça là. Donc je suis au niveau de cette ligne là. Bon, c'est juste 0,7. Ça veut dire que je vais supposer, pas supposer. Le second chiffre décimal ici, c'est 0. Donc ça va tomber sur cette colonne où il y a 0. Avec la valeur recherchée, c'est ici là. Donc j'ai f de 0,7 qui est 0,7580. Évidemment, pour calculer ce qu'on me demande de calculer, f de moins 0,7, ça va faire 1 moins f de 0,7 qui est 0,7580. Donc ça donne 0,242. Donc voilà le récapitulatif des résultats. Vous pouvez essayer de le retrouver avec votre table statistique. Voilà, là on se trouve, on va prendre une petite application. On a un employé qui quitte de chez lui à 8h45 et doit arriver au travail à 9h. En moyenne, la durée de son trajet c'est 13 minutes avec un écart type de 3. La question c'est quelle est la probabilité qu'il arrive en retard. Voilà, nous allons répondre à cette question en supposant que la durée du trajet, c'est d'elle qu'il est question ici, que la durée du trajet suit une loi normale. Et l'avantage qu'on aura, c'est qu'on a déjà les paramètres, la moyenne qui est 13 et l'écart type qui est 3. Ok. Alors, x sur la norme normale de paramètres S3, ça c'est déjà dit. Hein. Alors, pour que l'employé arrive à retard, il faudrait que la durée du trajet, qui est la variable aléatoire x, soit supérieure au temps nécessaire, au temps dont il dispose, qui est 15 ici. D'où la première expression, là, la probabilité qu'il soit supérieur à 15. Pour répondre à la question, on trouve un équivalent, c'est la probabilité qu'il soit supérieur à 2 tiers. Et après que les 2 tiers, pour avoir 2 tiers, il faut faire 15 moins 13 sur 3, donc 15 moins mu sur sigma. Et en appliquant la propriété des probabilités d'événements contraires,
on a l'autre égalité. Ça va faire 1 moins la probabilité que z soit inférieur ou égal à 2 tiers. Et la probabilité que z soit inférieur à 2 tiers, en fait, c'est f de 2 tiers. On utilise les techniques qu'on a vues tout à l'heure pour aller lire f de 2 tiers et puis on a le résultat. On se rend bien compte que l'employé, en quittant la maison à 8h45, a 25% de chances d'arriver en retard au boulot.